J'ai un décompte dans l'oreillette, 5, 4, 3, 2, 1. Blackout. Je sais plus ce qui s'est passé après. Je suis sur la scène, il y a 1 milliard de personnes synchronisées, c'est tout ce que je savais. À chaque fois que j'allais au piano, que je posais mes mains dessus, j'avais l'impression que plus rien ne pouvait m'arriver. C'est une relation passionnelle, obsessionnelle, c'était déjà devenu une partie de mon identité. Mon tourneur m'appelle, il me propose de faire l'Accor Arena. C'était une des meilleures décisions de ma carrière. Tu réécris les lignes, tu casses les codes. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est quel déclic je suis en train de créer à l'intérieur des gens qui m'écoutent. Ça fait du bien de pleurer, il faut oser. Et ce qui est beau avec la musique, c'est qu'on a le droit d'être vulnérable. On a le droit de ressentir de grandes choses. Ce qu'on est en train de parcourir, c'est ça qui est le plus intéressant. C'est pas ce qu'on atteint. Très vite, je me suis dit, je veux être le pianiste du rap français. J'ai un déclic que j'ai pas vu venir, c'était une déflagration. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois, bien accompagné, je suis avec Sofiane Pamar. Comment tu vas ? Tout va bien, Alec. Merci beaucoup de me recevoir. Eh bien, écoute, merci à toi d'être ici. Je sais qu'en ce moment, tu as un planning très chargé. Ça me fait extrêmement plaisir de te recevoir. Je t'ai énormément écouté, comme beaucoup, je pense, qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous voient également. Et j'adore ce que tu fais. Tu as un parcours extraordinaire. Et d'abord, je vais te présenter. Ensuite, j'ai plein de questions à te poser. Pianiste et compositeur français, tu as rendu le piano classique accessible au grand public et particulièrement également au monde du rap. Également le premier pianiste à se produire au Stade de France en avril 2027. On va en parler, c'est un sacré projet. Premier pianiste de l'histoire à remplir l'Accor Arena en solo également devant 20 000 personnes, médaillé d'or du Conservatoire de Lille. Tu as grandi à LM, banlieue de Lille. Tu as sorti plusieurs albums solo à succès, dont Letter, certifié disque de platine et numéro 1 des ventes classiques en France. Le prochain album, Movie, sortira le 17 avril 2026. Au moment où on sort cet épisode, il est déjà sorti, featuring internationaux dignes d'un film de blockbuster. On va en parler là aussi. Tu as joué Imagine lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, aux côtés de Juliette Armanet, devant des milliards de téléspectateurs devant leur téléviseur. Connu aussi comme pianiste des rappeurs, tu as collaboré avec SCH, Vald, Kobalade et les plus grandes maisons de luxe comme Dior, Cartier, Louis Vuitton. Récemment, l'équipe de France de football également pour le reveal du nouveau maillot de la France World Cup. Aujourd'hui, je reçois vraiment quelqu'un dont on croit connaître l'histoire et pourtant derrière les scènes, les disques d'or, les sold out, il y a un parcours d'un gamin qui n'avait statistiquement aucune raison d'y arriver et qui a quand même tout accompli. T'es la preuve vivante que tout est possible quand on s'en donne vraiment les moyens. Et on a vraiment hâte de rentrer en profondeur dans cette belle histoire. Bienvenue Sofiane sur Le Déclic. Franchement, quelle introduction. Tu me régales, merci beaucoup. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'en accéléré comme ça, réentendre tout le parcours et réentendre chacun des événements que tu racontes là, ça a représenté tellement de travail, de focus, d'énergie. Ouais. Et en fait, dit en condensé, je pense qu'on n'a jamais raconté autant de choses en un temps record. Aussi court. On va essayer pendant 7h30 justement de retracer tout ce parcours qui est juste fou. Et avant ça, imagine là, t'es en avril 2027, sur cette scène, Stade de France, 80 000 personnes autour de toi. Comment tu te sens ? Comment tu vis ce projet ? Comment tu vis ce moment, cette annonce qui est juste folle ? Déjà, quand tu me dis « imagine, tu es sur cette scène devant toutes ces personnes », je les visualise vraiment. Et ça, c'est un exercice mental que je fais en permanence quand je me prépare aux grandes scènes et aux concerts. Et je le fais depuis tout petit pour surmonter le trac, pour surmonter la pression et pour transformer des moments qui sont exceptionnels en des moments familiers. Je me projette et je fais des préparations mentales où je ferme les yeux et j'imagine tout ce qui se passe. Après, je me mets en scène et même si je suis dans mon salon, je suis capable de tout transformer autour de moi comme si vraiment on était en plein dans le feu de l'action. Et comme ça, en fait, le moment où ça arrive, j'ai l'impression que c'est déjà arrivé, que c'est familier. Et c'est très important dans ces moments-là, où surtout quand je prends des défis, où je suis le premier de l'histoire à faire certains événements comme ceux-là, même quand je joue sous les aurores boréales, il y a des événements comme ça où, à part la préparation mentale, à part la projection mentale, on ne peut pas se préparer, on ne peut pas s'entraîner. Et donc quand tu dis imagine, tout de suite ça trigger cet entraînement-là. Et tu dis que tu le faisais depuis tout petit. Déjà à l'âge de 6-7 ans, tu es porté aussi par cette envie, la musique et autres. Comment était cette enfance et pleine de rêves, j'imagine ? J'ai toujours été un très très grand rêveur. J'ai toujours eu l'impression même que le piano était un espace d'expression pour moi qui me protégeait. À chaque fois que j'allais au piano, que je posais mes mains dessus, j'avais l'impression que plus rien ne pouvait m'arriver. Peu importe, la terre pouvait s'effondrer, que j'allais avoir une sorte de bulle magique qui allait me protéger de tout ce qui pouvait arriver. Et ça, c'est un peu la magie du piano que j'ai découverte déjà à 6, 7 ans. J'avais cette sensation-là. Un peu plus jeune, en fait, je jouais d'abord sur un petit jouet
Et puis après, de ce petit jouet, on a eu un premier piano droit qu'on a récupéré d'un bar avec. Je l'aimais beaucoup ce piano, il était blanc. Et en fait, il y avait un petit trace de mégot sur le côté. Et j'avais l'impression que le piano, il avait déjà vécu une histoire. Et tu vois, en fait, les gens, à force d'éteindre leur clope sur le piano, ils avaient laissé des traces. Et ce qui fait que quand il était à la maison, évidemment, dans un foyer où la clope, tout ça, c'était interdit, c'était bien contrôlé. Et donc, j'avais l'impression qu'en fait, lui, ce piano, il était rebelle. Il était rebelle et il avait vécu des choses que moi, en tant qu'enfant, 6-7 ans, j'avais pas encore eu le droit de vivre. Et donc, j'ai plein de souvenirs qui me reviennent dès que tu évoques ces moments-là. Est-ce que tu es rebelle, justement, il t'a toujours attiré? Parce que on a cette sensation que tu as envie aussi de relever des challenges à chaque fois, de faire des choses que personne n'a jamais fait dans ton domaine, mais pas que, même dans d'autres domaines aussi, dans la musique en général. Tu réécris les lignes, tu casses les codes. Encore une fois, c'est marrant parce que là, on est en train de tirer un fil conducteur sur l'imagination. Mais c'est vrai que je me rends compte en te parlant que j'ai toujours eu énormément d'imagination et que c'est ce qui me rend très créatif et c'est ce qui me donne envie de faire des choses nouvelles. Quand j'étais enfant, j'inventais des jeux, j'inventais des situations. Et maintenant, en fait, j'ai l'impression que je fais ça, mais avec des capacités d'adulte. D'un seul coup, alors pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas mettre le feu à un piano? J'ai vu des gens le faire avec d'autres instruments, pourquoi pas le faire sur un piano? Je me disais, tu vois, ce geste iconique des rockstars qui cassent leur guitare sur scène, qu'est-ce que je peux faire? Le piano est beaucoup trop lourd pour que je le fasse. Comment je peux faire autrement? Et donc, en fait, j'ai essayé de m'approprier des gestes, d'inventer des choses pour pouvoir créer des moments sensationnels et nouveaux qui me procurent une adrénaline et qui racontent quelque chose de nouveau sur qu'est-ce que c'est que d'être pianiste aujourd'hui. D'où typiquement ce fameux piano en feu emblématique. L'image, elle est magnifique. Ouais, ben voilà, c'est ça. Le feu, c'est très cinématographique. C'est quelque chose qui est extrêmement beau à regarder quand les flammes dansent. Même ne serait-ce qu'un feu de cheminée, c'est très très beau à observer. Je me suis dit, pourquoi pas le mettre en feu? Pourquoi pas le brûler? Et pourquoi pas justement regarder ces flammes qui dansent dessus? Je savais que ça allait créer une scène très cinématographique. Complètement. Et tu te rappelles de la première fois où tu es assis face à un piano, tu poses tes mains sur un piano réellement, qu'est-ce qui se passe, mis à part le fait que tu es dans cette bulle? Est-ce que tout de suite, c'est quelque chose de naturel pour toi? Tu sens les touches, tu sens les notes? Il y a une chance que j'ai, c'est que mes parents, ils sont pas musiciens. Et grâce à ça, j'ai jamais eu la sensation d'être jugé sur mon niveau au piano. Et je pense que ça m'a vraiment donné confiance en moi. Parce que du coup, à chaque fois que j'arrivais à faire une petite chose au piano, on me félicitait déjà. Et très vite, je suis devenu le musicien le plus talentueux de la famille, déjà après quelques semaines, quelques mois de travail. Donc j'ai toujours été très valorisé et ça m'a beaucoup aidé. Mais sinon, s'il y a un conseil que je peux donner de manière générale par rapport au piano, c'est qu'il ne faut pas être impressionné par cet instrument. Il faut oser s'y lancer pleinement et tâtonner et explorer. Et c'est en faisant des erreurs, c'est en essayant des choses qu'on finit par s'approprier et qu'on finit par transformer cet enchaînement de touches blanches et noires comme un territoire familier. Et à l'âge de 7 ans, ta maman, elle t'inscrit déjà au conservatoire. Ouais. C'est pas quelque chose d'anodin à 7 ans, et en particulier quand on est en banlieue. Comment tu le vis? Comment ça se passe? C'est justement assez dingue. Ça veut dire qu'il y avait cette volonté d'aller plus loin dans l'art du piano, mais il y avait aussi l'identification d'une forme de don, de talent, qu'elle avait envie de t'offrir l'opportunité de pouvoir aller au bout. Ma mère, elle a toujours été impressionnée par les opéras, par les conservatoires, par tous ces grands lieux de culture. Et au départ, elle était impressionnée au point où elle osait pas forcément y mettre les pieds. Et finalement, elle y a mis les 3 enfants. Donc moi, je suis l'aîné. Mon petit frère que tu connais aussi, Adam, il a aussi fait beaucoup de piano au conservatoire aussi. Et ma petite sœur, elle est violoniste. Ouais. Et donc, on est devenus tous les 3 musiciens. Et en fait, c'est parti de... une forme de prédisposition avec le piano, mais aussi mélangée avec l'admiration d'une mère envers ce milieu-là, envers la culture, les instruments de musique, la musique classique. Et c'est ce qui nous a beaucoup porté quand on était enfant. Ouais. Ta petite sœur qui t'a rejoint sur scène aussi. Exactement. Ouais. Lina, au plaisir en général, ce qui me touche beaucoup, c'est que mon public, j'ai beau inviter de grands noms sur scène dans les dates iconiques, quand c'est ma sœur, il y a quelque chose de spécial qui se passe dans l'air. Et dans ces moments-là, ce qui me fait plaisir, c'est que je me rends compte à quel point la valeur famille, c'est une valeur universelle et c'est une valeur qui touche beaucoup. Ma sœur, évidemment, n'est pas la plus connue de mes guests, mais par contre, le fait que ce soit ma sœur, et en plus elle joue si bien, eh bien, ça touche beaucoup le public. Complètement. À quel moment tu te dis que ça va être une vocation,
tu vas aller donner tout ce que tu as, toute ta vie, tout ton cœur, toute ton âme, tout ton être dans le piano? À 8 ans, j'ai compris que c'était ce que je voulais faire. Vraiment, 8 ans. parce que déjà, à ce moment-là, bon, j'ai progressé très vite, mais en plus de ça, j'ai trouvé quelque chose qui me rendait singulier, très tôt. Et je pense que c'est un des plus grands plaisirs qu'on a dans la vie, c'est de sentir ce pourquoi on est fait, ou en tout cas ce qui nous fait vibrer. Et peu importe ce que c'est, ça peut être une activité pas forcément qu'on expose, ça peut être même une activité secrète, mais à ce moment-là, j'ai compris que le piano, c'était déjà devenu une extension de moi et c'était déjà devenu une partie de mon identité très tôt. Donc après, il fallait juste... C'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose, parce que parfois, c'est bien aussi d'être ouvert à plein d'autres rêves dans une vie, parce que du coup, si jamais le rêve A fonctionne pas bien, eh ben, c'est pas grave, on a d'autres options. Moi, j'ai compris que c'était ça, il fallait que ce soit ça, et du coup, ça a orienté mon bonheur et mes malheurs tout au long de ma vie. Quand ça se passait bien autour du piano, j'étais très heureux. Quand autour du piano, c'était plus lent, ça se passait moins bien, ça m'affectait beaucoup. Et comment tu vivais cette relation passionnelle finalement avec le piano? Parce que ça doit être difficile aussi de trouver la balance. Comme tu dis, si ça allait bien, ça m'impacte négativement. Si ça va bien, ça m'impacte positivement. Bah, c'est une relation, comme tu le dis, passionnelle, obsessionnelle. C'est mon premier entraînement à qu'est-ce que ça peut être qu'une relation toxique. Et comment on transforme une relation toxique en quelque chose de lumineux. Et donc, parce que en fait, au départ, tout va bien. Comme dans l'amour, en fait, il y a un côté waouh, toutes mes possibilités, elles sont étendues. Je peux enfin raconter tout ce que j'ai sur le cœur et j'ai un instrument qui me comprend, qui est mon confident, qui est loyal, qui me trahit jamais. Et donc, j'ai une relation comme ça qui est très attachée. Déjà enfant, c'est mon meilleur ami, c'est mon piano. Il y a quelque chose de très fort qui est en train de se créer. Et en même temps, d'un seul coup, le piano, il commence à me montrer aussi que il faut que je m'entraîne énormément, il faut que j'ai une discipline, je dois faire beaucoup de sacrifices dans ma vie, beaucoup de concessions. Et des fois, en fait, il amplifie mon pouvoir, des fois il me fait briller, des fois quand j'arrive sur scène, il ne me donne pas tout de suite ce que je veux, et donc du coup, je dois me bagarrer un petit peu avec lui. Et c'est très singulier. Mais le fait d'avoir été entraîné à ce type de relation très jeune, je pense que ça m'a entraîné à la vie en général. Et j'ai l'impression que le piano, finalement, est devenu une école de la vie pour moi. Tu te souviens de ta première scène? Bah oui, bien sûr. C'était alors mes premières scènes, c'était familial. Ouais. Elles étaient familiales. C'était quand on avait des rassemblements à la maison. C'était trop fun. Vraiment, je jouais, j'inventais des noms à mes morceaux. Je faisais comme si c'était un morceau de Mozart et en fait, j'inventais un morceau. Et c'était vraiment très sympa parce qu'en fait, Comme un jeu. Bah voilà, comme un jeu. Et puis à la maison, vraiment, c'était trop bien parce que tout le monde riait, chantait, dansait. Il y avait un côté très le piano, il était au milieu de tout ça, au milieu des enfants qui courent, au milieu du bruit, au milieu de... On avait un instrument classique au milieu de tout ça et d'un seul coup, on était calme et on écoutait et après, c'était la fête. Donc ça me faisait vraiment plaisir. Et ta toute première scène, justement, vraiment avec Vraie un scène, public, une scène, etc. Parce que tu parlais du track tout à l'heure, Ouais. du fait de te mettre dans une sorte de bulle de conditions mentales, d'imaginer, de visualiser en amont. C'est pas anodin parce que beaucoup d'entrepreneurs, même qui nous écoutent également, beaucoup suivent le déclic, ont parfois aussi ce trac, cette peur de ne pas oser entreprendre quelque chose, que ce soit dans la musique, mais peu importe la discipline. Et ça les fragilise, ça les immobilise, tétanise, au point de parfois ne pas oser exprimer ce qu'ils ont exprimé. Toi, comment tu l'as vécu, comment tu as mis ça en place? Et surtout, cette première scène, comment c'était? C'est deep, hein. C'est intéressant parce que c'est vrai que, encore une fois, je vois tous les parallèles avec ma vie et tous les parallèles avec des situations de vie, comme les situations d'entrepreneur, où en fait, le fait de m'être entraîné au piano, ça m'a rendu un peu plus fort dans ces situations-là. Donc, premier ingrédient, encore une fois, ma mère. Quand j'étais enfant, ma première audition, à ce moment-là, ma mère, elle arrivait à temporiser, à créer un rempart entre le monde et moi pour que toute interférence qui m'empêchait, qui me retirait, qui m'empêchait d'être optimal dans ma préparation ne m'atteigne pas. Wow. Et donc elle se battait avec le monde entier pour que rien ne m'affecte. Et en échange, moi, il fallait que je me donne à fond, il fallait que je sois dans ma bulle. Vraiment, et j'ai eu cette discipline de sportif très tôt grâce à ma mère. Et il y avait du coup quelque chose de très beau parce que j'ai l'impression qu'on le vivait ensemble. Donc ça peut être, elle faisait attention à tout, à mon alimentation, à l'heure à laquelle je me réveille, à mon sommeil, à évidemment les moments où, je sais pas, il fallait pas me contrarier sur des choses bêtes, une mauvaise nouvelle, elle allait la temporiser pour pas que ça tombe dans mes oreilles avant de monter sur scène. Donc j'ai compris à ce moment-là que le travail collectif était vraiment important pour se préparer aux grands événements. On n'a pas besoin d'énormément de personnes,
Mais une personne, ça peut suffire à se compléter et justement à nous rendre très 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 performants. Ouais. Et donc c'est aussi quelque chose que je retrouve beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est que souvent il y a un secret quelque part. Il y a une personne qui protège l'entrepreneur, qui optimise son agenda, qui prépare à ce que en fait, ces petits rituels ils soient faits. Parfois on peut focus sur un détail, mais ce détail il peut nous déconcentrer. Ça peut être, je sais pas moi, une veste mal mise, des cheveux, des bagues. Pour moi en fait j'ai mes rituels avec mes bagues, j'aime bien que tout soit prêt. Ça peut être vraiment plein de petits détails. Et ces détails-là, une personne qui nous connaît vraiment, elle sait les protéger, elle sait nous aider dans notre préparation. Parce que ça paraît anodin, mais en fait, ces détails-là, c'est de la préparation avant d'affronter le monde. Complètement. C'est vrai qu'il y a un point assez particulier chez toi, c'est que je t'ai jamais vu seul, justement, toujours bien entouré de tes proches, mais il y a aussi, c'est pas forcément que tes proches, c'est ton équipe. Finalement, il y a cette familiarité qui s'est créée, ce cocon que tu as su créer autour de toi, qui est relatif justement à cet environnement que ta maman créait depuis ton plus jeune âge pour pouvoir te permettre de performer en tout temps. On sait à quel point constituer une équipe de talents, mais aussi de gens honnêtes, bienveillants à ses côtés, c'est hyper important pour pouvoir être performant. Toi, comment tu as pu constituer cette équipe? Comment ça s'est fait au fil du temps? J'ai construit mon équipe comme dans un récit d'aventure où en fait on rencontre des compagnons au fur et à mesure en avançant. Et chaque personne que j'ai rencontrée qui avait un talent singulier qui complétait le mien, parce que, parenthèse, je suis très fort pour savoir là où je ne suis pas fort. Et donc, quand je rencontre la personne qui a le talent que je n'ai pas, tu peux être sûr que mon radar s'allume et en général, je ne me trompe pas. Et même si c'est pour la recruter quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, ça dépend. Mais j'ai toujours un instinct qui s'active très très fort dans ces moments-là. J'ai une autre méthode aussi, c'est que je suis très 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 exigeant sur les personnes qui rentrent dans mon cercle intime. C'est très difficile de rentrer. Par contre, quand on rentre, pourquoi c'est si difficile? C'est parce qu'à l'intérieur, je suis très naturel, très simple et je ne veux pas créer ce qui arrive chez d'autres artistes où en fait il y a beaucoup de distance entre eux et leur équipe. Il y a une scission vraiment entre les deux. Pour moi, on est dans le même bateau et on vit les mêmes galères et on vit les mêmes victoires et on partage et on est déçus ensemble, on est heureux ensemble. Il faut qu'on vive tout ça ensemble parce que c'est d'abord une grande aventure humaine. Ouais. Et aussi, autre chose qui est très très importante, c'est qu'en fait finalement on passe plus de temps avec son équipe qu'avec sa famille, qu'avec ses amis, quand on a autant de choses à porter sur les épaules que dans une vie d'entrepreneur ou dans une vie d'artiste. Donc il faut vraiment très très bien choisir ces personnes-là. Complètement. Movie, c'est le nom de ton prochain album, justement, qui au moment où on sort cet épisode est sorti le 17 avril. Il y a des collaborations absolument incroyables dans cet album. Est-ce que tu peux justement nous en parler de cette volonté aussi d'aller à l'international, là encore de faire quelque chose que personne n'a jamais fait dans le monde du piano, entre autres, et pas que. C'est assez dingue. Ah, c'est sûr que le casting sur Movie, il est exceptionnel et il me rend tellement heureux, tellement honoré d'avoir eu ces personnes qui m'ont fait confiance, qui sont des artistes internationaux avec des carrières extraordinaires, qui ont déjà marqué l'histoire de la musique pour la plupart, et qui ont accepté de jouer le jeu de la direction artistique que je proposais dans Movie. Il y a beaucoup d'artistes comme J Balvin, comme Nelly Furtado, comme Rema, qu'on n'a jamais entendu dans ces situations-là, et pourtant ça leur va comme un gant. Et ça, j'en suis très 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 fier et très reconnaissant. Il y a autre chose aussi qui explique ces choix, c'est qu'après 3 albums de piano solo, j'ai terminé une première trilogie. À chaque fois que je fais un album, ça correspond au cycle de ma vie. Ce qui est trop beau avec la musique, c'est qu'en fait, on peut créer des œuvres qui immortalisent pour toujours ce qu'on est en train de traverser. Donc, ce que je vis, mes joies, mes douleurs, mes peines, les événements heureux de ma vie, les événements malheureux, tout est mis dans la musique. Donc, tout est vrai, tout est réel. Mais ce qui fait qu'après avoir fait 3 albums de piano solo, j'avais l'impression que j'avais besoin de nouveaux ingrédients pour raconter ma vie. C'est pour ça que j'ai recruté un orchestre de 70 personnes pour travailler sur des morceaux comme The Night Ceremony, comme Director's Cut, comme Your Eyes on Sunset ou le tout premier morceau Sunrise in Your Eyes. Donc tous ces morceaux-là sont des morceaux clés de l'album avec orchestre. J'ai aussi un morceau qui s'appelle Your Inner World avec le chœur philharmonique de Prague. Et le piano, finalement, est devenu le fil conducteur et il est devenu le narrateur. Donc avant, on n'avait que le piano qui racontait toutes les scènes. Et cette fois-ci, on a le piano qui guide, mais le piano qui invite plein d'autres couleurs, plein d'autres ingrédients, plein d'autres humains, plein d'autres artisans. C'est hyper intéressant cette notion de
ça fait des photos à des moments clés de ta vie, au travers justement de tes albums, au travers des événements heureux, des événements moins heureux, etc. Et justement, à quel moment le Sofiane Pamart qu'on connaît est né réellement et s'est dit c'est bon, j'y vais, je me lance. Parce que ça, c'est une étape extrêmement importante quand on est artiste, mais quand on entreprend quoi que ce soit finalement dans sa vie, que ce soit dans le monde de la musique ou dans le monde de la mode ou dans le monde, peu importe, à quel moment tu as eu cette prise de conscience, presque ce déclic, de te dire c'est le bon moment, je peux y aller? J'en ai toujours eu envie et j'ai pas compris que j'étais pas prêt. Okay. J'ai l'impression que l'univers, il répond vraiment quand on est aligné et quand on envoie les signaux qui font que, en fait, là, on est vraiment prêt. Et en fait, à chaque fois, quand quelque chose a bloqué dans ma vie, c'était pas pour rien, je l'ai compris après coup. J'ai compris qu'il fallait que je fixe quelque chose à l'intérieur et que le reste allait suivre ensuite. Quand j'ai fait Planète, mon tout premier album, j'ai fait un tour du monde pour mieux me connaître en fait à l'intérieur. À ce moment-là, j'ai fait un tour du monde solitaire. J'étais avec mon grand ami et associé Guillaume Héritier, qui est aussi mon manager. Et on a fait ce tour du monde ensemble, mais à ce moment-là, le monde, personne ne m'attendait. Mais au moins, en faisant ce tour du monde, j'ai appris à me découvrir à l'intérieur et j'ai pu amener une première identité. Cette première identité de Sofiane Pamart, je dirais qu'elle est née, Sofiane Pamart artiste, elle est née avec Planète, mon premier album. Le deuxième album, Letter, c'est une lettre d'amour que j'ai faite à mon public parce que je voulais exprimer ma reconnaissance par rapport à ce public qui avait changé ma vie pour toujours. Pour la première fois de ma vie, je sors un album où je ne suis plus seul, où je suis attendu. Et c'est pour ça d'ailleurs que, vu que c'est un album de piano solo et qu'en fait il n'y a pas d'autres ingrédients que du piano solo, il n'y a pas de paroles, j'ai fait une tracklist un peu spéciale. C'est que c'est une lettre, ma tracklist. Le premier morceau s'appelle Dear, le deuxième morceau s'appelle Public, et au fur et à mesure ça fait une phrase. Dear Public, your love saved me from solitude forever. Sincerely Sofiane. Et ça, c'était l'objet de mon deuxième album. Et le troisième album, cette fois-ci, j'avais l'opportunité de faire une tournée en Amérique latine. Donc de nouveau, pour cette idée de capturer pour toujours ce qui était en train de se passer dans ma vie, j'ai décidé de faire un album qui s'appelle Noche, où j'allais composer que la nuit et j'allais raconter la nuit sous ses différentes formes. Qu'est-ce que c'est que de raconter une étoile au piano? Qu'est-ce que c'est que de raconter la lune? Qu'est-ce que c'est que de raconter les rêves? Voilà. Et donc ça, c'était l'objet de mon troisième album. Magnifique. Et tu viens de nous parler de Guillaume, justement, qui est ton associé, ton ami, ton manager, que j'ai eu le plaisir aussi de rencontrer. Comment vous vous êtes rencontrés? Et il y a une histoire assez folle et magnifique entre vous deux, où justement, tu as attendu là aussi le bon moment, et vous avez mutuellement attendu le bon moment pour pouvoir vous lancer ensemble. Il s'est passé... J'ai trop d'anecdotes avec Guillaume, j'ai trop d'anecdotes. C'est vraiment quelqu'un qui ne ressemble à personne d'autre. Alors, Guillaume, c'est le visionnaire de ma vie. C'est que jusqu'à présent, quand je dis jusqu'à présent, imaginons le moment où je rencontre Guillaume. Donc, tout ce temps jusqu'à Guillaume, j'avais énormément d'énergie, j'avais énormément de créativité, mais par contre, je ne savais pas où l'orienter. Donc, en fait, j'étais capable de travailler sur 10, 20 directions en même temps, sans savoir en fait celle qui allait vraiment avoir un impact dans ma vie et allait vraiment me permettre de passer au cap suivant. Guillaume, au lieu de me laisser courir partout, il a concentré cette force de travail au bon endroit. Donc, d'un seul coup, j'étais toujours capable de travailler sur 20 endroits en même temps, mais à la place, toute cette énergie de travail, je pouvais la mettre dans un endroit qui allait être un endroit où vraiment ça allait changer la donne. Il a donné un cap. Il a donné un cap. Et ça, en fait, c'est décisif et c'est beaucoup plus important que quoi que ce soit d'autre. Parce que des gens courageux, on est beaucoup à être courageux. Par contre, taper dans le mille, c'est autre chose. C'est très, très, très difficile. Donc, je pense que c'est aussi important. Ouais. Mais le courage, c'est le minimum. Il y a des gens qui sont visionnaires, qui n'ont pas le courage d'avancer, de vraiment mettre en place toute la discipline qui va faire que vraiment ils vont réussir quelque chose de grand. Mais finalement, je trouve que cette notion-là, elle est extrêmement rare, elle est limite plus rare. La notion de où est-ce qu'il faut frapper, vers où aller. Donc ce cap, vraiment, je suis reconnaissant pour toute ma vie envers Guillaume, qui a réussi à me donner un cap. Comment ça s'est passé justement au démarrage de votre collaboration également? Alors je le rencontre. Je rencontre Guillaume, grand personnage, tatoué, mystérieux, très énigmatique, très 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 difficile d'accès, très mystérieux, très 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 mystérieux, très fort aussi, et qui, je sais pas en fait, l'énigme de Guillaume, j'ai réussi à la résoudre par le cœur, par la sincérité. Il a été touché par ça et surtout il a identifié mon talent. Il a su qu'on allait arriver au bon endroit. Et donc quand je le rencontre, je sais que ça va être mon manager.
Mais à ce moment-là, il est trop occupé, il est en train de transformer 2 autres artistes en superstars mondiales, et donc il a besoin de temps. Parce que comme moi, il n'est pas d'un environnement d'artistes, il n'a pas l'ascension sociale, il doit la faire aussi. Et donc, on est tous les deux les premiers à vraiment bouleverser complètement la trajectoire de nos familles. Et c'est le premier à le faire avant moi, et je le regarde faire. Et à ce moment-là, c'est mon ami, et il me raconte ce qui est en train de se passer. Ouais, je suis arrivé dans cet hôtel, nanana, on a été reçus comme ça, paf, paf, les 5 étoiles, les voyages en business, les jets, il vit tout ça une première fois, et moi je suis dans mon petit bled en train de me dire waouh, c'est incroyable. Et franchement, j'étais trop heureux pour lui. Et je pense que là, j'ai gagné une nouvelle fois son cœur parce que j'étais sincèrement heureux alors que ça ne me concernait pas. Mais déjà, je me disais, tout ça me paraît plus accessible parce que j'ai un ami qui est en train de le vivre. Et j'étais sincèrement heureux. Et en fait, j'allais découvrir plus tard que cette notion de personnes qui sont heureuses pour ce que tu vis sans se sentir complexées ou sans avoir de jalousie ou d'envie, mais même parfois, en fait, c'est même pas de leur faute. En fait, c'est pas quelque chose de méchant, mais c'est quelque chose qui fait qu'au bout d'un moment, on ne raconte plus parce qu'on est mal à l'aise. Il y a quelque chose qui est bizarre. Là, c'était sincère. Guillaume, il était en train de vivre une ascension fulgurante. J'étais en train de la suivre. Pour aux premières loges, je voyais ça comme un feuilleton télé avec les insides. C'était trop bien. Et quand il est revenu, 5 ans plus tard, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler ensemble. 5 ans. 5 ans plus tard. Ah ouais, donc pendant 5 ans, Ouais. tu l'attends. Il te dit. Après, je l'attends. Moi, je suis un déter. Hein. Donc, pendant 5 ans, j'ai tout fait. Ouais. J'ai fait toutes les quêtes annexes. Donc, j'ai fait toutes les quêtes annexes. C'est quoi les quêtes annexes? Les quêtes annexes, c'est, bon, je sais pas moi, mais c'est tout. Je m'inscrivais à tout. Je sais pas, passer mon permis bateau, passer mon permis voiture, passer mon brevet de secouriste, passer, tu vois, tout. Évidemment, me former énormément en tant qu'entrepreneur. À ce moment-là, je fais la rencontre de grands entrepreneurs. Je m'intéresse beaucoup à l'univers des startups. Je comprends, j'améliore toute ma compréhension de l'économie pour pouvoir devenir un artiste plus accompli. Évidemment, je compose, je m'entraîne même plus au piano. Et donc, je vis tout ce que je peux vivre avec mes propres moyens de l'époque. Ouais. Et qui étaient limités, mais à la déter, j'essayais de faire tout ce que je pouvais faire. Mais alors là, on tient peut-être un truc extrêmement intéressant dans ta vie et dans ta carrière. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'artistes qui, à un moment donné, vont exploser. Ils vont avoir beaucoup de visibilité, la célébrité, les fameux hôtels, les jets, etc., comme tu viens de l'évoquer. Mais ils ne sont pas forcément équipés pour pouvoir vivre aussi tout ça en amont. C'est un phénomène qu'on peut voir aussi chez certains joueurs de foot, par exemple. Très rapidement, ils vont gagner, par exemple, beaucoup d'argent, beaucoup de notoriété, etc. Mais ils n'ont peut-être pas l'entourage et pas les outils pour pouvoir justement vivre ça et gérer ça. Et est-ce que cette phase de 5 ans, en l'occurrence, peut-être plus, peut-être moins, t'a permis de vivre plein d'expériences, acquérir plein de compétences? Parce qu'une des premières choses que tu m'as dit, c'est j'ai appris énormément de choses, notamment aussi au niveau entrepreneurial, économique et autres, pour pouvoir, le jour venu, quand tu serais prêt, Guillaume serait prêt, et que le plan sera déployé, et que derrière, il y aurait le succès auquel tu t'attendais, que tu mérites et que tu as aujourd'hui, tu serais équipé pour pouvoir y faire face. Évidemment, 100%. Donc je rebondis sur plusieurs choses. Première, c'est que je confirme ce que tu dis par rapport aux sportifs. Grâce à mon art, j'ai eu la chance de tisser des liens d'amitié très forts avec de grands sportifs. Et ces gens-là, en fait, souvent, ils sont préoccupés par cette notion qui leur a souvent manqué, d'entourage, de préparation, de compréhension de ce qui se passe autour. Parce qu'ils atteignent la surperformance tellement vite, tellement tôt, que parfois ils ne sont pas préparés à certaines choses. Raphaël Varane, on en parle souvent, il est très, très, très investi sur ces sujets-là. Y compris sur la santé mentale, y compris sur les personnes qui t'entourent pour que tout se passe bien et que tu te construis sur la longue durée. Charles Leclerc, c'est aussi quelque chose qu'il a mis en place pour aider d'autres personnes. Et en fait, à chaque fois, ces personnes-là, ce point-là, c'est un point très important. Parce que s'ils sont autant mobilisés pour aider d'autres, c'est qu'en fait, ils ont compris que quelque chose leur a manqué à un moment donné. Bien sûr. Et pourtant, ça ne leur a pas empêché d'atteindre l'excellence mondiale. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, pour rebondir par rapport à quelque chose qu'on a dit un peu plus tôt, c'est qu'on comprend après coup le sens de pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça à ce moment-là. Donc en effet, à ce moment-là, ça n'allait pas aussi vite que ce que je voulais, mais peut-être que c'était ma plus grande bénédiction, parce qu'en fait, finalement, en effet, je me suis préparé. En attendant, j'ai lu des choses sur les entrepreneurs, j'ai ouvert mon esprit, parce que c'était plus long, ça m'a rendu plus endurant, plus tenace. Donc ce qui fait que quand ça a commencé à marcher, eh bien, je travaille encore plus en fait, parce que moi, j'ai le réflexe des choses qui se passent pas bien en fait, qui mettent du temps à arriver. Donc dès que ça a commencé, eh bien en fait, c'était l'inverse. Je donnais encore plus. Et je pense que c'est aussi un ingrédient qui m'a permis aussi de construire autant de choses avec Guillaume.
Ouais, complètement. Et donc, là, Guillaume, il est prêt, il a terminé ce qu'il avait à faire. Guillaume, il est prêt. Qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, OK, let's go, on va faire ta première résidence. Donc une résidence, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, une résidence d'artiste, c'est un moment où on va s'isoler quelque part. On va souvent dans un beau lieu, si possible proche de la nature, inspirant. Et on a toutes les conditions pour pouvoir travailler, créer et préparer la suite. Donc les résidences que je fais aujourd'hui, c'est des résidences comme ça. Un chef, un endroit, un équipement sportif, ça peut être quoi encore, évidemment les instruments de musique, un bain de culture, on peut lire des livres, on s'inspire quoi. C'est un moment donné où tout est optimisé pour qu'on soit très 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 créatif et qu'on prépare de grands projets. Guillaume vient d'acheter une maison en Bretagne, il m'emmène dans cette maison et quand on arrive dans cette maison, donc je suis trop excité, moi c'est la première fois, j'ai attendu 5 ans. J'ai attendu 5 ans, mon bro, pour que finalement on se lance ensemble. Il m'emmène dans cette maison, je me dis, ouais, c'est bon. J'avais l'impression que j'avais déjà gagné. Et Guillaume, il m'a tout de suite fait comprendre que non, ça allait faire que commencer. On ouvre la porte, la maison, elle est vide, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de meubles, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Et en fait, à ce moment-là, c'est sa première phrase. Il dit, bah, tu vois, cette maison, elle est comme ta carrière. Il y a des belles fondations, mais il va falloir qu'on aille chercher des choses, il va falloir la remplir. Magnifique l'image. Et ce qui est trop beau, c'est qu'en plus de ça, non seulement il a fait ça, mais alors qu'il n'en avait pas besoin, lui il avait déjà réussi. Eh bien, on se retrouve tous les deux à dormir sur le sol au début et à aller chercher du coup les meubles, à aller les chercher petit à petit. Et j'ai trop aimé ce moment initiatique parce qu'en fait, finalement, le fait de le vivre avec un ami, c'est trop beau en fait. C'est un moment qui est inoubliable. Et en effet, Guillaume, il a débloqué des privilèges d'artiste que progressivement. Et une technique qu'il a faite aussi qui est complètement folle, c'est qu'il m'a fait comprendre à quel point ma notoriété allait être l'ingrédient qui allait impacter évidemment donc, les ventes et donc du coup les gens qui découvrent ma musique et les avantages ou les aides qui vont avec. Donc au départ, j'avais pas le droit à avoir quelqu'un qui allait gérer mon agenda, j'avais pas le droit à avoir quelqu'un qui allait m'aider, peu importe pourquoi. Donc évidemment pour les vêtements ça paraît évident parce qu'un styliste c'est déjà une étape de carrière avancée. Mais j'avais vraiment zéro. Et en fait tout ça je devais l'avoir progressivement. Donc le fait d'avoir un manager, ça voulait pas dire qu'il allait tout faire pour moi. Ça voulait dire qu'il m'a entraîné dès le début à ce que en fait les aides, les avantages, les privilèges d'artiste, j'allais les débloquer petit à petit quand j'allais les mériter. Et les mériter c'est du coup gagner le cœur du public. C'est exceptionnel. C'est un peu l'image, tu sais, de quelqu'un qui voudrait transmettre son entreprise à un proche ou à quelqu'un qui va lui dire non, tu vas pas tout de suite être le PDG. Tu vas d'abord devoir faire toutes les étapes, tous les postes dans la boîte pour voir concrètement et mériter que tu sois accepté par les équipes et autres. Mais carrément. Pour pouvoir savoir ce que c'est en réalité et ensuite savourer réellement. Ah, je suis grave d'accord. Moi, ça me faisait penser au film d'arts martiaux que j'avais vu tout petit où en fait tu dois balayer je sais pas combien de fois et puis après tu te rends compte qu'en ayant balayé, tu as développé un putain de move qui permet de te défendre. Et ça, j'ai l'impression qu'il me faisait faire des choses comme ça. Donc j'avais confiance en fait. L'important c'est de trouver les personnes de confiance. Ça c'est très difficile. Les personnes de confiance, les plateformes de confiance, c'est ça le plus difficile. Et encore plus dans la période dans laquelle on est aujourd'hui, il y a plein de contenus, il y a plein de choses qui viennent de partout. Le plus difficile, c'est de savoir d'où est-ce qu'on s'inspire, quelles sont les bonnes sources. Complètement. Et tu as aussi été connu beaucoup pour tes featuring avec certains rappeurs. À quel moment tu as été attiré aussi par ce monde-là? Parce que là aussi, c'est pas anodin d'aller mettre le piano, du classique, dans du rap. Et pour autant, ça fonctionne tellement bien. Ouais. Bah c'était le premier geste le plus naturel de ma vie qui était de retourner vers l'environnement dans lequel en fait, j'ai évolué dès que je sortais du conservatoire. Tout le monde écoutait du rap, tout le monde se comportait comme la culture qui est liée à cette musique. Et en fait, j'avais vraiment l'impression que faire cette musique, c'était me réconcilier avec les deux mondes, le monde du piano qui était mon monde de travail, d'évolution artistique, et mon monde d'expression et mon mode de vie. Et donc très vite, je me suis dit, je veux être le pianiste du rap français, j'ai envie d'apporter tout ce que j'ai appris au conservatoire, j'ai envie de l'apporter au cœur de cette musique qui m'a tant donné. Et j'avais besoin de lui rendre, parce qu'en fait, il y a des rêves, il y a des ambitions que j'ai pu avoir en écoutant de grands morceaux de rap. Et justement, on va y revenir, mais tu fais le conservatoire. C'était pas forcément un parcours
tout lisse au conservatoire. Parfois, tu as failli te faire virer également. Pour autant, tu termines médaille d'or. Concrètement, c'est à 25 ans, c'est ça, que tu sors du conservatoire? Non, alors la médaille, je l'ai eue à 18 ans et après, j'ai continué parce que je voulais rassurer ma mère en allant chercher tout ce que je pouvais prendre. Donc, tu vois, j'ai eu un diplôme d'état de professeur de piano, j'ai été chercher. Il y a plein de spécialités que tu peux aller chercher au conservatoire, je les ai toutes faites. Il y a des diplômes d'interprète, il y a d'autres choses qu'on peut aller chercher. J'ai été chercher le maximum et c'était magnifique et c'était vraiment intéressant. Et qu'est-ce qui fait que à certains moments, tu as failli te faire virer du conservatoire? C'est parce que j'étais un peu, surtout enfant. Enfant, j'étais vraiment pas stable. J'avais du mal et en plus, l'apprentissage tel qu'il est dans les conservatoires, il y a une partie qui est un peu difficile qui est de passer par beaucoup de théorie avant de faire de la pratique. Et moi, je suis un enfant de la pratique. J'ai besoin d'explorer, j'ai besoin de faire des choses et après de les comprendre. J'ai besoin de tomber avant de comprendre comment on tombe pas. J'avais pas besoin qu'on m'explique en avance. Donc ça, c'était un peu difficile. J'avais besoin de bouger. Mais ma mère avait des techniques. Elle se mettait devant la porte. Elle se disait, si jamais tu te fais virer, t'auras affaire à moi. Et donc après, moi, j'avais peur de tomber sur ma mère si jamais je sortais. Donc on a déployé plein de techniques pour que ça se passe bien. Ça s'est bien passé finalement. Et aussi, j'avais une forme de rébellion. Je pensais que pourquoi pas interpréter Bach de cette manière, pourquoi pas Chopin, et si jamais on extrait, je voulais déjà sampler du Chopin au lieu de faire le morceau en entier. Enfin, il y avait des choses que je voulais faire enfant et adolescent qui sont évidemment pas ce qu'on attend de toi. Le fait d'avoir été un peu forcé à découvrir certaines choses, ça m'a vraiment fait grandir. Donc finalement, je suis très reconnaissant, même si je sais que j'ai eu de la chance et qu'il y en a beaucoup pour qui ça se passe pas aussi bien. Mais j'ai une petite idée en ce moment, je suis en train de travailler sur une pédagogie pour justement créer un autre parcours d'apprentissage du piano. Ouais, j'ai pu l'expérimenter Voilà. avec Adam en l'occurrence, c'est un beau projet. Ton premier sold out à Bercy, comment tu te sens à ce moment-là quand tu lances ce projet? J'imagine c'est aussi tu te lances dans l'inconnu. Comment ça se passe? En fait, je sors du Covid. Mon premier concert, il est au Montreux Jazz Festival. Et en fait, on enchaîne sold out sur sold out sur sold out. Mon tourneur m'appelle et en fait, j'ai l'impression qu'il va me proposer de faire un Zénith, ce qui est déjà énorme. Je crois que la capacité du Zénith, c'est 8000 ou 10 000, j'ai oublié. En fait, non, il me propose de faire l'Accor Arena directement. Et c'est le double. Et à ce moment-là, on s'assoit avec Guillaume, on réfléchit. Même Guillaume ne l'a pas vu venir celui-là, parce que ça a été très vite. Et évidemment, c'était une des meilleures décisions de ma carrière, c'est de se lancer et d'y aller complètement, alors que je ne savais pas du tout comment j'allais revisiter le piano dans un endroit pareil. Et finalement, on l'a fait venir il est descendu du ciel, le piano. J'ai fait venir plein d'invités surprises auxquels personne ne s'attendait. Et tout en finissant avec les flammes, le lance-flamme qui est le geste symbolique de fin avant que je remonte tout en haut. Les mises en scène, elles sont incroyables. Et ça, je suis très excité de pouvoir reproduire ça en 4 fois plus gros au Stade de France. Ouais, ça va être dingue. Et justement, c'est quoi le processus global? Parce que là, tu dis, mon tourneur m'appelle, on s'y attend pas, on se dit qu'on aura tel ou tel emplacement, etc. Finalement, c'est l'Accor Arena, 20 000 places. Comment ça marche ce processus pour organiser un concert, typiquement le Stade de France? Est-ce que c'était un objectif bien défini ou là aussi, quelqu'un t'a appelé et ensuite il faut l'organiser, il faut créer toute la DA, il faut vendre les places, faire la promo. Bien sûr. Il y a tout un immense travail qu'on ne voit pas. Nous, on voit l'artiste sur scène pendant 1, 2, 3, 4 heures selon la performance. Mais finalement, il y a un travail qui prend des mois, voire des années en amont, également en aval, dans certains cas. Comment ça se passe, grosso modo? Déjà, il y a un pari financier complètement fou parce qu'une date comme le Stade de France, c'est plusieurs millions d'euros. Donc déjà, se lancer sur une date pareille, il faut avoir les reins solides. Ensuite, il y a le casting d'une date comme ça. Je ne sais plus c'est combien de personnes, mais je pense qu'à Bercy, on devait avoir une centaine de personnes. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus on est combien, mais c'est beaucoup de gens qui sont mobilisés sur une seule date. Donc en fait, il faut trouver les personnes clés, surtout les personnes clés. La personne qui va créer la scénographie, la personne qui va s'occuper des lumières,
la personne qui va faire un son. Et à chaque fois, ces personnes-là, elles ont des équipes internes. Donc on a plein de commandants qui s'occupent d'une troupe. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire une scène aussi importante. Et pour la partie justement promotion, marketing. Voilà, ça aussi c'est important. Donc là, je suis en pleine promotion de mon nouvel album. J'ai mis un sticker très très fier dessus où je l'avais fait pour mon deuxième album. Mon deuxième album Later, c'est en concert événement à l'Accor Arena. Et cette fois-ci, en concert événement ou historique, je ne sais plus ce que j'ai écrit, au Stade de France. Donc déjà, toute personne qui voit cet album, qui reçoit cet album, elles savent que je vais me produire au Stade de France. Et en plus, ça fait un beau sticker collector qu'on va pouvoir garder. Évidemment, des contenus comme celui qu'on est en train de faire, les plateaux télé, c'est des moments où en fait, les gens le découvrent. Aujourd'hui, le plus difficile, c'est la distribution. C'est le plus difficile aujourd'hui, c'est que les gens aient l'information. Parce qu'on est dans un chaos d'informations où en fait, avant, le plus rare, c'était de créer du contenu rare, du contenu exceptionnel, comme celui de la musique, comme une belle vidéo. Aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus accessible de faire, notamment avec les outils IA, de faire des vidéos, de faire des montages, de faire des choses. Mais par contre, c'est beaucoup plus compliqué de se faire entendre. Et ne serait-ce que d'atteindre les personnes qui nous aiment déjà, sans parler de la croissance. Donc aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. C'est que en fait, j'arrive à faire en sorte qu'avec les personnes qui me suivent, on ait une communauté solide, engagée, où en fait on avance ensemble et on est au courant de ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a plein de gens qui rêvent d'être au courant, mais qui n'arrivent pas à avoir l'information. Bien sûr. Et ça, c'est devenu un grand enjeu d'époque. C'est vrai qu'elle se dilue beaucoup. Et le point de la communauté, c'est un vrai point, parce que c'est vrai qu'il y a toute une communauté qui te suit, qui s'attache, qui t'aime, on peut le dire aussi. Et pour autant, c'est assez dingue, parce que tu as réussi à créer ce lien. Et tu ne prends pas la parole lorsque tu es sur scène, tu l'évoquais tout à l'heure. C'est aussi une particularité, d'où l'importance des tenues, parce que tu disais c'est le premier message que je partage. Puis ensuite, bien sûr, dans ta musique, dans ta posture, dans énormément de choses. Ça aussi, ça a été, j'imagine, bien réfléchi. Pour quelles raisons spécifiquement et à quel point ça peut être aussi un challenge et un enjeu pour réussir à créer un lien avec son audience et pas... juste qu'on se dise « Ah, j'ai déjà entendu cette musique », mais plutôt « J'aime cet artiste ». Oui. Je pense que l'amour qu'on a pour un artiste, c'est qu'il se déploie à partir du moment où l'artiste incarne des choses qui dépassent sa propre musique. Je parle du vrai amour, de celui où en fait on aime sa musique, on va écouter la musique, ça c'est une étape, mais ce niveau d'engagement dont tu parles, il arrive quand on commence à exprimer un peu plus. Donc ça peut être des valeurs, ça peut être des actions qui touchent, ça peut être, on s'attache à la personne, à sa manière de réfléchir. Et donc je pense qu'il y a quand même une étape à partir de laquelle l'humain qu'on est et les actes qu'on a, que ce soit dans la musique ou au-delà de la musique, deviennent de plus en plus importants. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Le fait de ne pas parler sur scène, c'est que ce que je fais, c'est que en tant que... quand on veut comprendre comment je pense, je préfère qu'on vienne voir des contenus comme celui-ci, parce qu'à ce moment-là, on a une longue discussion et que c'est l'occasion en fait, de justement rentrer dans mon esprit pour ceux que ça intéresse. Sur la musique, sur scène, j'ai l'impression que c'est un moment de musique. J'ai envie que ce soit le piano qui parle. Et non seulement j'ai envie que ce soit le piano qui parle, mais j'ai envie que le piano soutienne les émotions de ceux qui m'écoutent. Donc bien sûr que je me mets en scène, j'ai des habits incroyables et que je joue et je donne toute ma passion dessus. Donc on peut suivre du regard ce que je suis en train de faire. Mais ce qui m'intéresse le plus en vérité, c'est quel déclic je suis en train de créer à l'intérieur des gens qui m'écoutent. Et ça, c'est encore plus important pour moi que de parler sur scène. Donc tu as envie de créer aussi des déclics, faire émerger des émotions à chaque fois. Exactement. C'est qu'on me raconte des choses complètement folles. C'est les plus belles récompenses de ma carrière d'artiste, c'est les impacts positifs que je peux avoir dans la vie de ceux qui m'écoutent. J'ai accouché sur un de tes morceaux. Finalement, mes parents sont partis et en fait, au funérailles, on a choisi cette musique. Et un moment triste s'est transformé en un moment un peu plus teinté d'espoir. Ou encore, pendant mes révisions, j'étais en train de t'écouter et j'ai réussi. Merci. Et donc c'est trop beau. Ou j'ai déclaré ma flamme sur ce morceau-là. Regarde, je te fais le texte. Et après, vraiment, il se passe des choses complètement folles. J'ai des anecdotes qui sont trop belles. Et à ce moment-là, je me sens utile. Magnifique.
JO 2024, un moment aussi extraordinaire. Comment ça s'est passé? À quel moment t'es contacté et tu as cette opportunité unique de représenter aussi la France, d'être là, présent, avec ton piano et de faire ce moment extraordinaire? Déjà, c'est une immense fierté. Je pense que la dernière fois que les JO ont eu lieu à Paris, c'était il y a 100 ans. Donc, c'est quelque chose qui ne risque pas d'arriver 2 fois dans une vie, à Paris. Je suis très attaché à ce pays. C'est le pays dans lequel en fait, j'ai développé plein de choses avec ma musique. Et aussi, où c'est grâce à ces institutions publiques que j'ai pu apprendre le piano. Parce qu'en fait, le conservatoire, c'est difficile, mais ça reste une école publique. Donc, on n'a pas les freins qu'on peut avoir avec les écoles privées, financiers. Et donc, en fait, toute cette histoire qui me mène jusqu'aux Jeux Olympiques, quand ils ont lieu à Paris, c'est très, très symbolique pour moi. C'est vraiment important. On est contacté 2 ans et demi en avance. On est sous confidentialité. Je ne l'ai pas dit, même à mes parents, je leur ai rien dit jusqu'à 1 semaine avant. Ah ouais. Et c'était vraiment le secret, la grande confidence, avec cette idée justement de mettre le piano sur la scène, en feu, pour interpréter Imagine. Et typiquement, tu vois, tu dis que tu ne l'as pas dit même à tes parents 1 semaine en avance. Ta maman dont tu as beaucoup parlé justement dans le cadre de cet échange, ça devait être un jour incroyable pour elle. Ah oui, bien sûr, c'était magnifique. C'était magnifique. C'est un moment où... En fait, ce qui est beau quand on suit un parcours... En fait, finalement, ce qu'on vit avec une famille qui suit un sportif, qui est en train de faire une ascension incroyable, un artiste, un entrepreneur, et ben en fait, on vit des choses, on vit des émotions à travers cette personne-là, collective, et ces émotions, elles n'ont pas de prix, elles sont vraiment trop belles. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le vivre quand on a la chance ou quand on a la malchance, parce que ça crée aussi des problèmes d'avoir des gens comme ça dans son entourage, parce qu'on s'organise autour d'eux, tellement c'est énorme ce qui se passe sur eux. Donc par amour pour eux, on est tous obligés de s'organiser. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi choisir de suivre quelqu'un comme ça, même à distance. Et c'est ça qui est intéressant avec ce genre de phénomène. C'est que quand on suit les prouesses d'une personne, il y a quelque chose de... Il y a les émotions qui vont avec. On a l'impression de vivre, encore une fois, un récit d'aventure, mais dans la vraie vie. Et ce piano en feu, justement, sur scène, à ce moment-là, quand tu vis ce moment, toi, ton état intérieur, tes émotions à toi, t'es comment? Alors, j'ai un décompte dans l'oreillette, 5, 4, 3, 2, 1, blackout. Je ne sais plus ce qui s'est passé après. C'était complètement... J'ai aucune idée, en fait. À ce moment-là, je suis sur la scène, il y a 1 milliard de personnes synchronisées. C'est tout ce que je savais. J'ai vécu le moment, hors temps, et boum, je suis ressorti de ce moment juste après. Tu n'as plus aucun souvenir? En fait, je me souviens du décompte. Je me souviens du décompte et après, plus rien. Et ça se réactive un petit peu plus tard. Ok, incroyable. Et typiquement, tu parlais tout à l'heure de visualisation, lorsque tu peux avoir le track ou autre et que tu vas avoir 20 000 personnes sur scène ou 80 000 personnes sur scène au Stade de France. La préparation mentale dans ton quotidien lorsque tu dois faire une performance, comment tu te prépares, dans quelles conditions tu te mets, le fait que tu te poses devant ton piano et tu vives déjà la scène pour que lorsque tu la vives réellement, elle soit familière, pour reprendre tes mots. C'est quoi tout ce processus que tu as pu créer? Depuis combien de temps il te suit? Et justement, comment tu le déploies? C'est au plus la visualisation elle est précise, au plus on anticipe des moments qui peuvent arriver, positifs, négatifs, imprévus, au plus quand ces moments arrivent, ils paraissent familiers. Et je pense qu'en fait, rien ne se passe jamais comme prévu. Donc en fait, il faut préparer plein de scénarios et que comme ça, quand un scénario arrive, eh ben, on sait comment réagir à ce scénario-là. Et si jamais la vie nous présente un scénario nouveau, il faut l'intégrer pour en faire un apprentissage pour la suite. Donc j'ai toujours fonctionné comme ça. Je me projette, je vis la chose. S'il y a quelque chose d'encore nouveau qui m'arrive, j'enregistre et je le rajoute à ma panoplie d'options pour pouvoir réagir à l'imprévu. Et maintenant, j'accepte complètement l'imprévu. Maintenant, même sur scène, j'ai poussé ça très très loin. C'est que je monte sur scène, je ne sais pas ce que je vais jouer. Jusqu'au dernier moment, je ne sais pas ce que je vais jouer. Sur tous mes concerts de piano solo, maintenant j'arrive, je me dis que de toute façon, je ne peux pas anticiper l'émotion dans laquelle je vais me retrouver quand je serai en face de ce public-là en particulier, avec cette acoustique-là. Donc j'arrive, je me mets en face du piano, je respire,
je pose mes mains sur le clavier et je vois sur quoi elles tombent et le premier accord me donne l'idée de la suite. Et souvent, c'est à ce moment-là. Et après 1h30 de musique que je n'ai pas préparé à l'avance. Et je voyage d'un thème à l'autre de mes compositions, mais sans savoir ce que je vais faire en avance. Donc tu te laisses guider finalement par la musique elle-même, les émotions, ce que tu Voilà. ressens. Comme ça, au moins, c'est sincère. Parce que ma plus grande crainte, c'est de faire ce métier de manière automatique, d'avoir des routines, des réflexes. Et je préfère me mettre en danger pour me sentir vivre. Et qu'est-ce qui te fait, tu dis c'est ta plus grande crainte, qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? Tu as vu des artistes s'oublier ou s'éteindre progressivement? C'est un métier très intense en fait, Ouais. c'est un métier, on est surexposé, on peut être dépossédé de ce qu'on est, on peut perdre le contrôle parce qu'on nous demande toujours de faire quelque chose de différent. Joue, réponds à cette interview, maintenant change-toi. Entre guillemets, il n'y a personne qui me donne ces ordres-là, mais c'est des missions que je dois accomplir et il y en a tout le temps. Et donc évidemment qu'il y a des moments où il faut prendre du recul. Moi, là, j'ai travaillé sur mon dernier album, j'ai mis 2 ans et demi à préparer cet album. J'ai pris le temps de renouveler mon langage musical. Mais en dehors de ça, finalement, je pense que créer des situations comme celle-là, nouvelles, risquées, c'est un peu comme... tu sais, le parallèle, il est comme le fait de voir un enfant apprendre des choses de la vie. Et puis en fait, des choses qui te paraissent normales pour toi, elles sont nouvelles pour cet enfant. Donc en fait, cet émerveillement, cet enfant-là, il vit tout de manière super intense. Et j'essaie de garder ça dans ma vie pour qu'en fait ce soit trop réel. Parce que les enfants ont toujours raison, ils ont raison dans leurs émotions, ils ont raison dans leur manière de percevoir le monde. Il y a quelque chose de tellement juste dans leur interaction. En tant qu'artiste, j'essaie de garder ça quand je propose quelque chose. Qui fait aussi une sorte d'innocence, un peu presque de crédulité, si j'ose dire, Oui. par rapport à une ouverture d'esprit par rapport au monde. Et comment tu t'en préserves justement alors tu l'as très bien dit, c'est extrêmement intense, que ce soit les tournées, les voyages, les déplacements, les interviews, la promo, tous ces éléments. Tu faisais le parallèle aussi que très tôt, tu as été éduqué, si j'ose dire, comme un sportif de haut niveau, avec cette notion de bien dormir, bien manger, etc. Aujourd'hui, j'imagine que ça te suit encore, et c'est ce qui fait que tu arrives à suivre le rythme. Comment, c'est quoi ce rythme justement? Alors, l'alimentation, par exemple. L'alimentation, j'ai 2 volets, j'ai 2 extrêmes. J'ai décidé, de toute façon dans ma vie, la demi-mesure, c'est pas trop ce qui me va. Donc, il y a les moments de fête, de célébration. La célébration, je trouve ça extrêmement importante. Je refais. La célébration, je trouve ça extrêmement important parce que c'est des moments où, en fait, on exprime sa reconnaissance et on prend le temps à ce moment-là de savourer ce qui vient d'être accompli. On savoure la vie, on savoure une étape, on savoure quelque chose, souvent collectivement. Donc ça, c'est vraiment des étapes importantes. Évidemment, le temps est compté, on ne peut pas célébrer infiniment, mais dans les moments de célébration, c'est important de le faire à fond. Je suis très épicurien dans ces moments-là. Pareil pour les moments de grands repas. J'adore les restaurants. J'adore les grands restaurants. J'adore les repas en plein de service. J'adore le côté banquet. J'adore partager. J'adore inviter. Tous ces moments-là, c'est des moments qui me font vibrer tous les jours et dont je ne me lâche jamais. À l'inverse, pour ne pas subir les conséquences de ces moments-là, eh bien, le reste du temps, je suis extrêmement discipliné. L'alimentation, elle est mesurée, le sport, j'ai un rapport à ma vie où, en fait, pour compenser et pour être sûr d'être optimal dans tous mes efforts, eh bien, je compense. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent, qui conseillent l'un ou l'autre. Ouais. Et souvent, même ce qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est un rapport extrême à l'alimentation. C'est comme ça, on suit ce cap-là et puis c'est tout. Bien sûr. Moi, je suis très différent. Je suis d'accord avec eux pour le day-to-day, mais je pense qu'il faut faire l'inverse dans des moments clés parce que c'est ça, vivre. Oui, complètement. Et donc ça a un impact également sur le physique, mais sur le mental, parce qu'avant tout, tu as un métier créatif. Et si on presse trop, entre guillemets, le citron et qu'il y a une trop forte pression, comment tu fais pour réussir à canaliser ton énergie, préserver ton énergie, celle aussi de tes équipes? J'imagine que c'est un sujet extrêmement important pour toi. C'est un sujet qui le devient de plus en plus. On ne s'en rendait pas compte au début, parce qu'en fait, on s'est juste... ma première étape, c'était survivre, quoi. Déjà, réussir à vivre de ma musique, c'était déjà une étape tellement importante que j'étais prêt à tous les efforts pour ça. Il y a des gens qui abandonnent avant même d'en arriver là. Et à ce moment-là, moi, j'étais prêt à tout, vraiment. Et donc,
le fait d'avoir fait ça, quand ça a commencé à marcher, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai encore plus travaillé. J'ai encore plus investi de l'énergie parce que je me suis dit, mais si ça tombe, c'est réel, tout va disparaître du jour au lendemain. Donc j'ai continué. Et là, je me rends compte après, j'ai une vie d'entraînement et j'ai 6 ans de carrière où vraiment tout a décollé. Okay. Et donc dans ces 6 ans, évidemment que je me suis rendu compte qu'il y a des limites à un moment donné pour pouvoir tenir sur la très très longue durée. Il faut préserver certaines choses. C'est vrai que parfois le corps enregistre des blessures. Parfois l'esprit, il se prend des moments où en fait il n'arrive plus à créer, à penser positivement. Et donc je pense que le remède à ça, ça commence par l'entourage. C'est quand même ce qui est le plus important. Si tu n'as pas un entourage toxique, si tu as un entourage qui est sain, déjà ton cerveau est beaucoup plus reposé tous les jours. Ensuite, il y a des décisions. Il n'y a aucune décision qui est désintéressée de quelque chose qu'il faut donner en échange. Il n'y a rien de gratuit dans les décisions. Quand on décide quelque chose, en échange, souvent, on doit sacrifier quelque chose d'autre, on doit le faire en échange d'autre chose. Donc parfois, il y a des grands projets qui nous font vibrer. On a l'impression que c'est un super rêve, mais ce qu'il faut donner en échange est tellement dingue qu'en fait, finalement, parfois, c'est beaucoup trop lourd à payer. Complètement. On en parle beaucoup, justement, là. J'étais à Com avec Raphaël Varane et on a eu vraiment cette longue discussion là-dessus sur... T'imagines que Raphaël Varane, il a arrêté après avoir eu le plus grand palmarès de l'histoire d'un défenseur dans sa discipline et il aurait pu encore accomplir plein de choses, mais il a décidé que non, maintenant il faisait autre chose parce qu'il avait besoin. Donc à ce moment-là, même au plus haut de la planète, tu peux te dire que finalement, est-ce que tu trouves encore ton compte ? Et ça, il faut imaginer que quand on voit quelqu'un comme ça, d'aussi exemplaire le faire, ça fait réfléchir. Ça montre quand même force de caractère. Exactement. Et donc il y a des moments où en fait les questions pour moi elles commencent à se poser en ce moment. Elles commencent à se poser de comment gérer cette énergie et parce qu'en fait moi je fais un art, le piano à 70, à 80 ans, je serai encore en train de jouer quoi. Je vais encore continuer à pouvoir proposer des choses. C'est mon art qui veut ça. Donc il faut que je pense sur la très très longue durée. Tu viens d'évoquer très justement que rien que le fait de pouvoir vivre de cet art, c'était déjà une victoire, tu étais prêt à tout pour reprendre tes propos. C'est effectivement un domaine, comme beaucoup, dans lequel il y a énormément de candidats. Pour autant, il y a très peu d'élus. Le talent seul, souvent, ne suffit pas. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait la différence avec tous les autres qui se lancent, voudraient se lancer également et qui fait qu'un Sofiane Pamart, pour parler de singularité, il n'y en a qu'un, il est face à moi. Et pour autant, beaucoup peut-être rêvent justement de ce parcours ou leur parcours, mais n'y arrivent pas. C'est difficile de répondre à cette question soi-même. Je le dirais plus en parlant des autres, c'est que tous les succès que j'observe, j'ai l'impression qu'ils sont construits sur nos singularités. Donc on a tous de très très grandes singularités, on a tous des zones de force, c'est celle-là qu'il faut amplifier. Il faut protéger les faiblesses, mais il faut amplifier nos zones de force. De toute façon, quelqu'un qui court extrêmement vite, c'est comme ça qu'on va le remarquer, et au plus il va courir encore plus vite que extrêmement vite, au plus il va être impressionnant. Donc on construit là-dessus. À côté de ça, peut-être qu'il est désorganisé dans sa vie, peut-être qu'il y a des choses en fait, où il est vraiment moins bon que tous les autres, mais ça on va juste le protéger, et on va tout construire là-dessus. Donc le secret, c'est de construire sur ses forces et pas de compenser les faiblesses, mais je ne connais pas de vie où en fait une faiblesse devient un atout compétitif. J'ai jamais vu ça. J'ai l'impression que, sauf si on triche, sauf si on protège la faiblesse par quelqu'un qui est tellement fort qu'en fait ça devient une force aussi. Parce qu'en fait c'est sa force à lui. Et donc première chose c'est ça. Deuxième chose du coup, là j'ai la parfaite transition, c'est justement quand je te dis sa force à lui, c'est que le fait de team up, le fait de fusionner. Il y a la technique où, en fait, où on assume qu'on a besoin de renfort et que si on trouve les personnes qui ont envie de mettre leurs compétences pour pouvoir, parce qu'elles croient en ce projet-là, c'est comme ça qu'on fait de grandes œuvres. Les films sont faits comme ça. Le grand cinéma est fait comme ça. Donc j'ai l'impression que quand on reste bloqué à une étape, il faut essayer de prendre la distance avec ce qu'on est et essayer d'observer d'autres choses. Ça peut être un film, comment ce film a été réussi, quels sont les ingrédients de réussite de ce film,
Souvent, c'est sur ces singularités. Il y a des choses extrêmement fortes dans ce film. Ce film, c'est la combinaison entre une musique exceptionnelle et un étalonnage complètement fou. Et c'est ça, en fait, qui accroche les gens. Ce film-là, c'est un scénario qui ne ressemble à rien d'autre. Un scénario, le film, il est fait en huis clos, il n'y a pas trop de décors, mais finalement, le scénario est tellement exceptionnel que c'est ça qui fait la différence. Celui-là, il est misé juste sur la force de cette actrice qui rayonne, qui est incroyable. Et réfléchissez à ça sur vous-même et je pense que vous aurez la solution sur qu'est-ce qui va vous rendre meilleur que tous les autres dans quelque chose. Ouais, complètement. Et c'est vrai que notre système, et notamment scolaire, nous impose d'avoir la moyenne et d'essayer de combler nos faiblesses et pas forcément exploiter nos forces et les amplifier. Donc c'est vraiment un très bel exemple. Tu as parlé tout à l'heure notamment de Charles Leclerc. C'est une anecdote assez folle de comment est né justement Dreamers, ouais, le projet commun avec Charles Leclerc et notre amitié. En fait, elle est née de Charles qui s'est mis à apprendre à jouer du piano, à écouter mes musiques et qui me l'a dit. Et moi, je lui ai dit, écoute, si tu veux, viens en studio, je vais t'en montrer plus, je vais te faire découvrir mon univers. Et en fait, l'échange qu'on a eu incroyable, c'est que je lui ai fait découvrir mon univers, il m'a fait découvrir le sien. Donc en fait, moi, j'ai découvert l'univers de la Formule 1 grâce à Charles. Déjà, c'est rien que pouvoir dire cette phrase, mais quelle chance, quelle chance. Je suis même monté à bord d'une Formule 1 aménagée avec 2 places à l'arrière. Il y avait Charles devant, moi, Guillaume derrière. Et en fait, je faisais des vidéos comme ça où en fait, il nous a fait faire des tours. Et ça a beau aller très vite. Si c'est lui qui conduit, il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est beaucoup plus rassurant que les pilotes de la street qui montent des choses dans des vraies conditions. Là, au moins, je sais que tout va bien se passer alors qu'on va extrêmement vite. C'est une rencontre marquante. Mais j'adore créer des ponts. J'adore rassembler, j'adore créer des ponts entre les disciplines. Tu vois, sur mon dernier album, j'ai la chance d'avoir Jimmy Butler, l'immense basketteur, dessus. Et il raconte sa propre vie et il devient le narrateur de mon album. C'est la seule voix parlée et qui est une voix super importante dans Movie, dans le film que j'ai créé. Et en fait, mettre un tel sportif dans cette condition, il pose sur un orchestre en fait. Il y a un orchestre qui l'accompagne et lui, il raconte sa vie. Je trouve ça trop beau. Et créer ces ponts-là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être un des ingrédients que j'ai qui va rester quand je serai parti. Peut-être. C'est les ponts que je suis en train de créer. Et typiquement, toutes les personnes qui ont contribué à Movie, par exemple, comment ça se passe en général? C'est des gens que tu connais, qui te contactent, tu les contactes, tu as une idée, tu te dis qui serait la meilleure personne pour pouvoir donner vie à cette idée, ou c'est une personne que tu connais et tu te dis il faut vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble et il émerge quelque chose? C'est un mélange de plein de choses. Parfois, c'est une personne que je connais. Là, par exemple, FKJ, c'est un ami depuis 10 ans. Et en fait, on n'a pas eu l'occasion de faire un morceau. Et d'un seul coup, on compose ce morceau qui est sublime, qui s'appelle Cinéma, et qui est une forme d'impressionnisme au piano. On a l'impression de raconter les éléments, de raconter la nature, mais au piano. Et c'est un morceau de 2 pianos. Il avait son piano, moi j'avais le mien, et on a composé comme ça. Mais avant, on n'a pas senti le moment, alors qu'on se connaît depuis 10 ans, et ça nous est tombé dessus avec cet album-là. Ou encore Wyclef, qui est le premier invité dans l'ordre d'apparition de l'album. C'est un artiste, alors déjà, t'imagines, les Fujis, quoi. Wyclef, c'est déjà quelqu'un de l'histoire de la musique. Et en fait, j'avais organisé lors de la Fashion Week de New York des réceptions dans ma suite d'hôtel là-bas à New York. J'avais un grand piano et donc j'ai invité des gens et puis je jouais de temps en temps et on célébrait. Voilà, c'est des grands moments de célébration ces moments-là, des moments de partage. Et en fait, quelqu'un m'a filmé et ça a atterri dans le téléphone de Wyclef qui a dit « Attends, mais il faut absolument qu'on se voit, il faut absolument qu'on se retrouve en studio. » Le lendemain, on se retrouve en studio et on a passé une nuit incroyable où on a fait ce morceau « There Will Be a Day ». Et voilà, en fait, c'est plein d'anecdotes comme ça. C'est incroyable. Donc, là, typiquement, vous ne vous connaissiez pas en amont? Non, on ne se connaît pas. Et ça arrive très souvent, ça. Je crée des amitiés qui commencent par un morceau, qui commencent par le studio. Ça m'arrivait très, très souvent. Peut-être la moitié des invités de l'album ou un tiers, c'est comme ça. Tu as une anecdote qui t'a particulièrement marqué dans la création de cet album? J'en ai énormément. Donc, j'ai des anecdotes sentimentales. Des anecdotes où, tu vois, tiens, c'est marrant parce que j'ai un biais, c'est que vu qu'on est dans le déclic, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse des trucs d'entrepreneur et tout. Et là, je vais grave te dire un truc de lover, mais c'est pas grave parce que c'est aussi important. Parce que l'équilibre entre la personal life et la working life, c'est important. Bref, je tombe amoureux. Et en fait, c'est pas le bon moment. La personne, c'est juste
un regard, en un coup d'œil, vraiment, il se passe quelque chose dans les yeux, tu vois. Je sais qu'il y a quelque chose. Et en plus, je reconnais ces moments-là. À chaque fois, je les reconnais et c'est extrêmement rare. Donc vraiment, c'est le vrai coup de foudre au premier regard. Et en fait, cette personne, j'attends parce qu'en fait, c'est pas le bon moment et je sais pas en fait quand est-ce qu'on va se voir. Des mois passent, on a 1 ou 2 échanges, mais c'est vraiment nos vies, c'est pas le moment qu'elles se croisent, c'est pas encore le bon timing. Et un jour, Guillaume me dit, je m'étais endormi à Los Angeles après le lever du soleil, donc j'avais passé la nuit à faire des choses, à réfléchir, à composer un petit peu. Et quand je me réveille, donc il me dit ce soir tu vas la revoir. Et à ce moment-là, je sais pas si j'ai envie de la revoir parce que j'ai vu tellement de choses dans ses yeux le premier jour que je me dis que si ça tombe, c'est mieux que je garde cette émotion qu'il y a dans ses yeux pour toujours et que en fait je garde ça en moi. Parce que qu'est-ce qui se passe si jamais je la revois alors que j'en meurs d'envie, j'ai trop envie de la revoir. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais dans ses yeux il n'y a pas la même lueur? Et ben en fait j'aurais abîmé quelque chose pour toujours. Et donc j'hésite. Et j'ai eu un mélange entre je veux y aller et en même temps j'ai peur que en fait tout s'effondre. Et boum, comme d'habitude, à ce moment-là, mon piano et mon confident, quand je commence à être trop bouleversé émotionnellement, j'y vais et je fais ce qui deviendra le premier morceau de l'album Movie, Sunrise in Your Eyes. Et je compose ce morceau et d'un seul coup je suis apaisé. Et voilà, et finalement on s'est vu et c'était incroyable. Mais à ce moment-là, mes émotions, elles ont été canalisées par mon piano et j'ai tout mis dans ce premier morceau. Il y a un point que je viens de relever, c'est que tu nous l'as dit pour des membres de ton équipe. Là, tu nous l'évoques pour justement cette femme que tu as rencontrée et l'amour au premier regard. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Lorsque tu vois quelqu'un, tout de suite, tu arrives à identifier s'il y a quelque chose qui va se créer. Donc, là, tu as donné cet exemple avec l'amour et tu l'as donné aussi tout à l'heure avec ton équipe. Cette sensibilité, à quel moment tu as identifié que tu avais ce pouvoir, si j'ose dire, cette sensibilité-là? Ça peut être une force, mais ça peut aussi être une faiblesse parfois. Il faut s'en préserver, ou en tout cas, il faut la préserver. Comment tu l'as géré pour certains qui peut-être se reconnaissent dans cette sensibilité? Alors déjà, je peux raconter ce qu'elle donne chez moi, mais il y a un ingrédient qui est clé, c'est que j'ai la musique. Et que du coup, c'est ce qui me permet de la gérer, cette sensibilité. Parce que c'est vrai que je suis incapable de mettre des œillères. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à ne pas voir les émotions des gens qui m'entourent. Donc, si c'est calme, c'est calme. Mais si par exemple, dans une pièce, je sens que quelqu'un est en train de souffrir fort, c'est plus fort que moi, je suis appelé par cette personne et parfois en fait il faut qu'on m'éloigne de cette personne parce que sinon en fait j'arrive pas à me concentrer sur autre chose et c'est des choses que je vois instantanément. En studio ça m'aide énormément parce que quand je collabore avec quelqu'un, quand on rentre dans la même pièce, je ressens tout de suite ce qui n'a pas besoin d'être raconté par des mots et donc en général j'arrive à le mettre en musique et c'est pour ça que mes morceaux en général aboutissent quand on va en studio parce qu'ils sont réels du moment qui est en train de se passer. Souvent j'arrive à mettre sur mon clavier, j'arrive à mettre ce que la personne ressent et ce qui fait qu'après elle arrive à mettre des mots. Donc j'ai tendance à dire que pour pouvoir gérer cette sensibilité-là, il y a 2 choses. 1, les remparts, pour moi c'est super important parce que du coup on est obligé de les ériger. Guillaume il est trop fort pour ça. Donc bon courage pour passer le rempart de Guillaume et en fait heureusement qu'il le fait parce que sinon c'est plus fort que moi. D'un seul coup mon ordre de priorité se perd complètement, j'ai l'impression qu'il faut sauver cette personne-là parce qu'elle est en train de souffrir, il se passe un truc dans sa vie et c'est cette personne-là la priorité absolue et donc heureusement qu'il crée ça. Et l'autre chose c'est que je pense que d'avoir ça peut être n'importe quoi, ça peut être le dessin, ça peut être même parfois les jeux vidéo, ça aide aussi à canaliser ça, ça peut être un art, sa famille, une personne. Je pense qu'on a besoin de compenser quand on est comme ça. Tu vis désormais à Los Angeles. Qu'est-ce qui t'attire en particulier dans cette ville? Le fait que ce soit le plus grand compromis que j'ai trouvé entre la ville et la nature. Okay. En une demi-heure, je suis à l'océan. En 15 minutes, il y a un canyon exceptionnel qui est juste à côté de chez moi. Il y a des rapaces qui passent autour de ma villa. Il y a quelque chose que j'aime entre le mélange entre la nature et le côté ville. C'est immense, Los Angeles. Il y a ce côté glamour aussi, cette patte hollywoodienne du cinéma. Voilà, c'est pour ça que j'ai été là-bas. Et donc, tu t'es dit c'est un environnement favorable
qui va me stimuler, qui va C'est m'inspirer, qui va booster ma créativité au quotidien. Exactement, parce qu'en fait, j'ai de la stimulation et j'ai de la paix. Là-bas, j'ai les deux. Il y a des villes où en fait, on est tout le temps sollicité. À Los Angeles, non, chacun, c'est chill. C'est ton petit havre de paix. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu dis aussi que la célébrité, c'est comme une anomalie mentale. Comment tu gères ça au quotidien? Bah, en fait, on n'est pas fait pour être acclamé comme ça par autant de personnes. On se concentre beaucoup sur les personnes qui sont très visibles. Et en fait, c'est un phénomène humain qui a du positif quand on est inspiré par des modèles, par des gens qui réussissent des choses héroïques, mais en même temps, c'est ce que j'appelle une anomalie, c'est qu'en fait, on n'est pas fait pour concentrer autant d'attention sur certaines personnes. Et pourtant, l'humain en a besoin. Donc il y a une sorte de paradoxe, de contradiction là-dedans. Et moi, comment je le gère ? C'est que en fait, j'ai développé des manières de rester moi-même, quoi qu'il arrive. Et finalement, c'est comme ça que je le gère. Donc, ma famille me permet de rester moi-même. J'écris beaucoup. Le fait d'écrire, ça m'oblige à poser mes pensées et donc à rester maître de ce que je suis, même quand... imagine, je suis empathique et en fait, les gens attendent des choses de moi. Donc, je peux me perdre à essayer juste de contenter tout le monde. Là, j'ai des techniques qui me permettent de rester ancré dans le sol. Garder les pieds sur terre. Voilà, c'est ça. Et ce petit enfant, justement, que tu étais avec son piano et les traces de mégots, tu l'as encore en toi? Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est la pochette de mon dernier album. C'est une photo qu'a prise mon père quand j'étais enfant. Il prenait plein de photos à l'argentique. Ouais. Et j'ai retrouvé cette collection récemment. Et je me suis dit que le plus important, c'est de garder éveillé l'enfant qu'on a en nous. Et cet enfant, il sait tout. Cet enfant, il a une clairvoyance sur ce qu'on est, sur ce qu'on aime dans la vie, et c'est lui qu'il faut écouter. J'y ai pensé spontanément et j'ai même pas vu encore la pochette de l'album. Voilà, c'est clair. Il y a une raison. Tu veux être le numéro 1 mondial du piano. Tu en es où dans cette trajectoire aujourd'hui et c'est quoi exactement ta définition du numéro 1? Je pense que je ne sais même pas si ça existe, être le numéro 1 mondial du piano, parce que ce n'est pas comme dans le sport où on a un record et il y en a un qui est... Enfin voilà, c'est plus quantifiable. Donc je pense que le numéro 1, c'est probablement le plus populaire, mais avec quel impact? C'est surtout pour me donner un goal qui me paraît infini. Et ça, j'aime, parce que je pense que ce qui rend heureux, c'est de courir après quelque chose, plutôt que de l'atteindre. Okay. Et donc au moins, j'ai un goal tellement compliqué à atteindre qu'il faut toujours que je mette en place de nouvelles stratégies pour me rapprocher un peu plus de ce goal-là. Ok, mais alors ça, c'est un point extrêmement intéressant, parce que peu de gens arrivent réellement à être stimulé, à être satisfait sur le chemin. Tu sais, on est dans une phase où aujourd'hui dans notre société où on veut tout de suite, rapidement, et on doit l'atteindre. Si on ne l'atteint pas, souvent on a tendance à associer par exemple son entreprise ou ses résultats à son identité propre. Donc si on n'y arrive pas, on a échoué, et si on a échoué, on est un échec. Donc ça vient créer un cercle vicieux plutôt qu'un cercle vertueux. Or toi, quelle mécanique peut-être tu as mis en place pour être stimulé, être en joie, constamment même durant le chemin, et réussir à mettre à chaque fois des échelons, des objectifs, tout en restant donc assez pragmatique, mais en s'écoutant en étant stimulé au quotidien? Déjà, être à la bonne place. Imaginons qu'en fait on est tous des animaux. Il y a des animaux qui sont très forts pour grimper, il y a des animaux qui sont très forts pour nager, il y a des animaux qui sont forts pour voler. Et en fonction de l'animal qu'on est, il faut trouver le métier ou la profession qui met en avant cet élément naturel. Parce qu'en fait finalement, ce qui rend heureux un oiseau, c'est de voler. Ce qui rend heureux je vais arrêter les comparaisons de fou là avec le règne animalier, mais t'as capté. Ouais. Tu vois, en fait, il y a un côté qui est vraiment satisfaisant à être à sa place. Et je pense que c'est ça qui rend heureux. C'est finalement d'évoluer dans son élément naturel. Et c'est juste ça. Et après, on évolue en permanence. Mais c'est ça qui rend heureux. C'est le court terme, c'est le présent. Je ne crois pas à la privation de tout pour atteindre quelque chose. Parce qu'au final, j'ai l'impression qu'on sera toujours malheureux si on fait ça. Je pense que créer un chemin dans lequel on s'épanouit est trop important. Donc bien sûr que parfois, il faut faire certains sacrifices pour pouvoir atteindre l'étape d'après, mais l'étape, il faut la rendre la plus courte possible
et arriver le plus vite possible dans un état qui nous convient, qui nous correspond. Si on a un cerveau qui est adapté pour créer des stratégies, il faut se mettre dans une situation où on doit créer des stratégies en permanence. Un cerveau qui est plus dans la satisfaction d'un travail manuel, bah évidemment, il faut faire du travail manuel. Parce qu'en fait, finalement, c'est quoi sinon le but, c'est de gagner beaucoup pour enfin pouvoir avoir le loisir de faire du manuel. Autant gagner même un peu moins, et si ça tombe, en fait, on gagnera énormément quand même en faisant du manuel. Et je crois au succès qui... de toute façon, je pense que j'ai la chance de maintenant côtoyer énormément de gens qui ont énormément de succès. Et à chaque fois, les plus successful, c'est toujours des gens qui ont appuyé sur leur force naturelle. Ouais. C'est toujours des gens qui font ce pourquoi ils sont faits. Complètement. Et ce cycle de boucle de rétro-feedback assez régulier pour pouvoir aller chercher des zones de gratification où tu vas pouvoir célébrer ces victoires pour s'auto-persuader qu'on avance, qu'on continue à avancer plutôt que de se dire je vais monter cette montagne, mais elle est tellement grande, tellement haute que tu n'en vois jamais le bout, tu n'en vois jamais la fin, jusqu'à peut-être te décourager. Oui. Et c'est ce qui fait que tu tiens aussi sur la durée, parce que tu as très justement évoqué tout à l'heure avec cette notion de charge mentale, de physique, toutes les choses que tu mets en place pour pouvoir être encore là dans 30, 40, 50 ans. Et moi, je te le souhaite pour mon plus grand bonheur également. Mais il y a aussi cette notion de savoir pourquoi on fait les choses et de stimuler au quotidien parce qu'on aime ce qu'on fait à chaque fois. Oui, en fait, il n'y a même pas de question dans ce que tu viens de dire, mais je te rejoins complètement. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ce qui compte vraiment. Et c'est ce qu'on a de plus à donner aux gens, c'est le partage de notre chemin. Ce qu'on est en train de parcourir, c'est ça qui est le plus intéressant. Ouais. C'est pas ce qu'on atteint, c'est pas notre trophée. C'est l'aventure, en fait. C'est ça qui est beau. C'est pour ça qu'on aime autant suivre le sport. Parce qu'en fait, il est en train de se passer quelque chose. Sinon, il suffirait juste de se documenter sur les victoires passées, sur des choses qui sont passées avant. Non, c'est le fait en temps réel, qu'est-ce qui est en train de se passer? Où allons-nous? C'est ça qui est beau. Et j'ai deux dernières questions pour toi. Quand, typiquement, comme là, Movie, qui vient de sortir, il y a un enjeu où tu veux parler à ceux qui t'écoutent, tu veux transmettre, remercier, exprimer aussi ton talent, ta passion. Et il y a aussi un enjeu, même quand tu vas faire le Stade de France ou autre, business derrière. C'est une vraie entreprise qui a été créée. Ouais. Tu l'évoquais et à juste titre, juste le Stade de France, c'est des millions qui doivent être posés sur la table. Comment tu trouves cet équilibre au quotidien? Parce que ça aussi, c'est une vraie pression, parce que c'est comme faire un film, c'est des budgets qui sont parfois énormes, il faut derrière que ça trouve son public, il y a une notion artistique, créative, une certaine sensibilité, mais du coup, tu dois aussi trouver le juste équilibre entre ce que tu as envie de transmettre, mais ce que les gens aiment réellement. Ça crée aussi une pression, à chaque fois en plus, on a envie de faire mieux, donc naturellement, ça en rajoute une couche. Comment tu gères ça au quotidien? Pour moi, le business, les finances alimentent le projet. J'ai un grand projet, j'ai l'impression d'être en mission, et au plus j'ai des moyens pour pouvoir aller loin dans cette mission, au plus je peux les mettre en œuvre pour créer de grandes choses. Et donc, en fait, tout est lié à ça. J'ai beaucoup de moyens, je mets de grandes choses en œuvre, mes moyens sont réduits, je suis astucieux, je trouve d'autres manières de faire, mais de toute façon, c'est là où je veux mettre toute mon énergie. Ouais. Donc, en fait, j'ai pas la pression de le faire pour les autres. J'ai pas la pression de le faire pour gagner beaucoup d'argent. J'ai besoin d'énormément d'argent, je veux être très très riche. Et c'est des vœux très clairs que j'envoie à l'univers. Parce qu'en fait, j'ai des grands projets. J'ai l'impression que, en fait, quand tu fais un film, tu as besoin d'un budget qui paraît colossal. Ouais. À l'échelle d'une personne, tu as ces sommes-là, mais en fait, tu te mets trop bien. C'est énormément d'argent. Et d'un seul coup, à l'échelle d'un film, il te manque trop d'argent. Tu dois couper partout les budgets. C'est comme ça, en fait, les grands projets. C'est que moi, j'ai cette sensation-là. C'est qu'il me faut toujours plus pour pouvoir raconter plus, pour pouvoir offrir plus. Et pourtant, je suis quelqu'un de très simple individuellement. Mais pour mes projets, je ne suis pas simple du tout. Tu parles d'une mission. C'est quoi ta mission? Ma mission, ça touche beaucoup aux émotions. J'ai l'impression que je suis en mission pour pouvoir faire vivre de grandes émotions à beaucoup de cœurs et leur donner de l'espoir. C'est important pour moi. Croire en quelque chose de positif. J'ai l'impression que, tu sais, dans ce monde, on a plusieurs types de chevaliers. Des gens un chevalier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dévoue
toute son énergie, tout son talent, tout son courage à une cause. Et je pense qu'il y a des chevaliers du chaos, il y a des chevaliers qui cherchent d'autres choses. Et moi, j'ai décidé de chercher quelque chose de positif. Et j'ai envie du coup de mettre tout en œuvre pour créer un événement de lumière le plus large possible. C'est vrai que tu parles d'émotion, mais on peut écouter une de tes musiques et se mettre à pleurer, on ne sait pas pourquoi, si c'est de la joie ou c'est de la tristesse. Mais ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien de pleurer. Il faut oser, en fait. Ça fait du bien de pleurer, ça fait du bien de rire, ça fait du bien d'exprimer ses émotions. Et ce qui est beau avec la musique, c'est qu'on a le droit d'être vulnérable. On a le droit de ressentir de grandes choses. C'est normal, la musique est faite pour ça. Merci Sofiane. Merci Alex, ça fait plaisir, merci beaucoup. J'ai adoré cet échange. J'ai une toute dernière question à te poser. Mais avant ça, si vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'animer, faites-le nous savoir. Partagez cette vidéo, commentez cette vidéo également. Si vous étiez sur une plateforme de streaming, de podcast, eh bien mettez 5 étoiles sur celle-ci. Sofiane, est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence dans ta vie? Ça peut être une simple phrase, ça peut être une anecdote, une situation, quelque chose de positif, de moins positif, que tu n'as pas partagé dans le cadre de cet épisode, que peut-être tu n'as jamais partagé. Tu as carte blanche pour le mot de la fin. Au départ, tu allais me dire le déclic, j'allais dire c'est Guillaume Héritier, mon déclic. Mais il faut que je te trouve un déclic. Ok, vas-y. Alors j'ai un déclic que j'ai pas vu venir parce que j'ai toujours distingué énormément la vie perso et la vie de travail. Mais c'est sûr que le déclic de mon dernier album, c'est clairement l'amour. Ça paraît un peu cheesy comme ça, mais en vérité, ça a eu un impact, c'était une déflagration en moi, dans mon cœur, qui m'a fait revoir plein de choses dans ma manière de représenter la vie. Il faut vraiment m'imaginer comme quelqu'un qui a toujours fait une scission énorme entre ces choses-là. Donc je ne parle pas de l'amour de sa famille, je parle de l'amour amoureux. Parce que l'amour de sa famille, l'amour des amis, ça c'est quelque chose que j'ai toujours déployé énormément. L'amour amoureux m'a toujours fait peur parce qu'en fait j'avais l'impression que ça allait me fragiliser par rapport à mon travail. Et là finalement j'ai réussi à le mettre dans mon œuvre. Et donc le dernier déclic en date, parce que je pense qu'en fait une vie est faite de nombreux déclics. Il n'y en a pas un. Mais le dernier en date pour moi c'est l'amour. Merci Sofiane. Merci à toi.